Bonjour à tous. Merci de votre présence ici pour ce sujet autour du développement du logiciel sécurisé et de l'importance de la prise en compte de la sécurité dans la supply chain. Je suis Frédérique De Villers, je travaille chez Thales. Je suis en cybersécurité dans le groupe des experts de l'entreprise. Et en particulier, j'ai deux spécialités, la réponse à incidents et l'audit, notamment des plateformes cloud. J'ai choisi depuis un long moment de faire de la technique. J'ai d'abord eu une casquette et un rôle d'intégration système et ensuite de représentante en customer support. Et j'ai découvert la cybersécurité. C'est un sujet du coup qui m'a passionnée, dans lequel je me suis spécialisée, en particulier pour deux raisons. Au-delà du fait que techniquement, c'est un sujet qui évolue tous les jours, c'est également un sujet que l'on ne peut pas résoudre tout seul. Et c'est un des points qu'on va aborder aujourd'hui dans la partie logicielle sécurisée. Juste un mot sur cet aspect collectif dans la cybersécurité. Au sein du groupe Thales, nous sommes organisés pour la partie business et solutions en entité collective. Nous avons une communauté Cyber Thales qui anime un groupe d'experts techniques, mais pas que, qui également crée de la collaboration, de l'échange, de la discussion et de la visibilité auprès des fonctions transverses, telles que les fonctions responsables des achats et des contrats, et également le comité exécutif. Alors, pourquoi c'est un sujet de préoccupation pour nous, le niveau de sécurité du logiciel et la fourniture, l'incorporation d'éléments de nos fournisseurs? C'est parce que nous avons des entités dans différents secteurs, l'aérospace, la défense, l'identité digitale, et que dans tous ces écosystèmes, les fournisseurs et la supply chain sont relativement différents, et les fournitures logicielles, leur complexité, le langage, les produits dans lesquels nous installons ce logiciel sont également différents. Donc c'est un sujet à part entière d'arriver sur tous ces secteurs à obtenir le niveau de sécurité souhaité. Alors sur cette présentation, je vais aborder les choses sous trois axes. D'abord, une petite illustration du pourquoi l'aspect supply chain et les attaques de supply chain sont une faiblesse ignorée mais un peu masquée du fonctionnement de nos industries. Ensuite, les raisons pour commencer à se préoccuper de traiter le sujet sur plusieurs fronts et les possibilités de cette mise en œuvre de solutions. Alors commençons par un exemple que vous connaissez probablement, qui est l'attaque à SolarWinds. C'est une attaque de cybersécurité qui a été classifiée dans les attaques de supply chain. SolarWinds est un fournisseur de logiciels et fournit notamment à des entreprises connues, des grosses sociétés, et aux États-Unis en particulier à des agences fédérales, son logiciel Orion. Le logiciel Orion a pour vocation de faire de la supervision d'infrastructures et de réseaux. En fin d'année 2020, il a été découvert que ce logiciel, dans le cadre d'une mise à jour qui avait été distribuée, contenait également une porte dérobée, un malware, et qu'il permettait donc l'espionnage dans les clients, auprès des clients qui utilisaient le logiciel Orion et l'exfiltration de données. Pourtant, cette livraison de logiciel était bien signée. Et la faiblesse ne résidait pas dans les pratiques de cybersécurité des développeurs en tant que tels, dans la constitution du logiciel, elle résidait dans une erreur dans le passé de révélation de credentials qui permettaient d'accéder aux serveurs qui avaient le code source de ce logiciel. Et avant son packaging et sa signature, a permis à des attaquants qui ont été identifiés comme étant d'origine russe d'incorporer la partie de code source malveillante et donc de le distribuer à l'ensemble des clients finaux de SolarWinds. En conséquence, d'un point de vue attaquant, la manœuvre est réussie. Ils ont réussi à introduire une backdoor auprès d'entités de valeur qui utilisent ce logiciel. Les clients en question, on leur révèle du coup la faille, on en cherche l'origine. Mais les dégâts et la quantité d'informations qui a été dérobée, eux, ne pourront pas être du coup totalement annulés
ou effacés. Alors, comment en est-on arrivé là? On en est arrivé là parce qu'aujourd'hui, on se voile un peu la face sur le fait que on est tous fournisseurs et consommateurs d'un produit qui vient et qui est fait par quelqu'un d'autre. Premier constat à ne pas oublier, même dans nos secteurs industriels. Deuxième point qui est une vérité connue de tous, une chaîne, elle a le niveau de sécurité du maillon le plus faible de cette chaîne. Donc, dans le cadre de la livraison d'un produit, quand on incorpore des choses qui viennent de l'extérieur, si ces choses n'ont pas le même niveau que celles avec lesquelles on les a mélangées, la résultante sera le niveau du coup le plus faible. Pour prendre du recul, il faut donc comprendre qu'ici on a affaire à un risque qui est sous-estimé. Un risque, ça repose sur quoi? Ça repose sur une faille, une vulnérabilité qui pourrait être exploitée dans un cadre d'attaque malveillante, un cercle, un périmètre de menace, et pour compromettre la valeur d'un élément qu'un attaquant chercherait à obtenir. En cybersécurité, mais pas que, dans une approche de gestion de risque, en général, la valeur de ce qu'on veut protéger, elle ne bouge pas trop, elle évolue un petit peu, vers le bas, vers le haut. Par contre, et c'est vrai en cybersécurité, la quantité de vulnérabilité qui arrive au quotidien, elle évolue au cours du temps. Et la motivation, le profil des attaquants et donc la quantité de menaces à laquelle on fait face, elle change également de manière permanente. Donc il faut prendre en compte proprement l'ensemble des risques auxquels on fait face, et ce, pour, au cours du temps, pendant le développement logiciel et surtout pendant ensuite sa vie en opération, prendre les bonnes mesures au bon moment. Alors si on regarde ce qu'on peut faire sur la partie vulnérabilité. Sur la partie vulnérabilité, il est indispensable, dès le développement et encore plus en opération, d'avoir établi sa stratégie de gestion des vulnérabilités. Ce n'est pas magique. On ne peut pas mettre à jour tous les produits, surtout quand ils sont utilisés de manière mondiale. On ne peut pas les mettre à jour instantanément. Par contre, on peut se dire, toujours sur la base de notre registre de risque, quelle est la frontière à ne pas dépasser? Et quand cette frontière est dépassée, activer un mécanisme qu'on aura identifié de distribution d'un correctif de manière à retrouver un niveau de risque qui soit acceptable et un niveau de sécurité qui était celui ciblé. Et ceci se fait tout au long du temps de vie d'un produit. C'est quelque chose qu'on oublie un peu quand on fait la partie développement, c'est que ce produit, il va pouvoir vivre et il doit être mis à jour au cours du temps, parfois pendant plusieurs années. Alors, comment se sortir de ce débat? Faire en interne l'ensemble du logiciel à un niveau super sécurisé. À l'externe, du coup, avoir une approche qui consiste à contrôler ou à identifier que le niveau de sécurité est bien celui auquel on accepte d'incorporer la livraison. Alors oui, et c'est sur ces deux fronts, et ces deux fronts en même temps qu'il faut travailler pour arriver à obtenir un cycle de vie des développements logiciels qui est un niveau de cybersécurité qui soit garanti. Faire l'un ou l'autre, du coup, c'est se voiler la face, puisque la résultante, comme je l'ai dit juste avant, elle va être le niveau le plus faible des deux incorporations. Donc c'est une approche en trois temps. C'est une approche sur l'incorporation de code source, de librairie, de l'interne et de l'externe qui doit être au bon niveau. C'est la chaîne de livraison, puisque c'est ce qui a été mis en cause côté SolarWinds. Et ensuite, c'est la surveillance et la mise à jour en opération qui va pouvoir nous aider à obtenir le bon remède. Alors, il y a plein d'excuses pour ne pas être motivé à le faire. On en connaît tous plein. Première excuse, on ne sait pas comment faire. C'est faux. Aujourd'hui, et depuis plusieurs années, un ensemble de documentation technique dans le catalogue des ISO 27000, dans les librairies et les publications des SP800 du NIST, le National Institute Standard et Technologie américain, il y a des guidances pratico-pratiques détaillées qui permettent de savoir comment s'y prendre pour obtenir de bout en bout à la fois les bons contrôles sur ce qu'on incorpore et le bon niveau de sécurité sur ce qu'on développe soi-même. Deuxième excuse, le client et la loi ne nous mentent rien. Bon, là aussi, ça commence à devenir assez faux.
L'ENISA et la Commission européenne viennent de publier en janvier 2023 la révision du NIS directive, qui au début ciblait dans sa première version les industries considérées comme étant d'importance vitale. La révision, si vous ne le savez pas, elle incorpore tous les fournisseurs de ces mêmes OIV. Donc, on a finalement un objectif réglementaire qui vient d'apparaître assez fermement. La même chose prévaut aux États-Unis avec l'Executive Order américain qui a été signé au début de la présidence de Joe Biden. Alors, ceci, ça va faire quoi? Ça va essayer de remonter la cybersécurité comme un sujet à part entière dans la supply chain. Et ça va aussi donner de la visibilité et des leviers aux développeurs parce que ça rend responsables et accountable les dirigeants des sociétés fournisseurs vers les organismes ou les sociétés d'importance vitale. Troisième excuse, tout ceci, ça coûte de l'argent, mais ça n'en rapporte pas. C'est un peu vrai. Sauf que ça va maintenant de plus en plus en coûter par effet de bord, puisqu'il y a un business autour de la valeur, de la maturité en cybersécurité des sociétés. Donc les sociétés qui sont mentionnées ici sur le slide, moyennant finance ou gratuitement, pourront évaluer auprès de vos compétiteurs, auprès de vos clients, votre maturité en cybersécurité. Donc par effet de bord, au lieu d'investir sur le développement logiciel, vous allez avoir une valeur de société qui va se dégrader. Donc le compte n'est pas forcément le plus intelligent. Alors, première piste, produire du logiciel sécurisé. On connaît les failles les plus critiques. Elles sont aussi documentées. Les mauvaises configurations, la mauvaise typo en développement, les passwords qu'on a stockés en clair dans le code. Tout ça, c'est documenté. Il y a des outils dédiés à vérifier qu'on n'est pas tombé dans un de ces pièges. Je m'arrête juste une seconde sur la dernière ligne. Utiliser des composants avec des vulnérabilités, c'est un fait avéré. On utilise tous des codes CDOSS, notamment. Et oui, au cours du temps, des vulnérabilités apparaissent, y compris dans ces codes CDOSS. Il faut faire attention, les codes CDOSS, il n'y a pas d'entente contractuelle, on n'achète pas un niveau de sécurité. Donc, surveiller quand il y a une notification de vulnérabilité dans ces composants, prendre en compte les mises à jour pour les supprimer, ça fait partie de la to-do list du développeur et ce n'est pas une surprise ou ce n'est pas une tâche additionnelle. Ça doit être aussi anticipé et ça doit être anticipé pendant le développement quand on choisit notamment ces composants. Alors, adopter une pratique de secure coding, c'est du coup adopter un process qui va devenir dynamique, qui va fournir aux développeurs les bons moyens, les beaux outils, et qui va leur permettre du coup d'incorporer les propriétés de sécurité qu'on essaye de venir mettre en place en termes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité au cours du cycle de vie du logiciel. J'insiste sur le fait que le cycle de vie du logiciel, c'est ce que l'on fait quand on crée le code et qu'on le livre, mais c'est aussi ce qui va lui arriver quand il va être mis en opération. La phase de build et la phase de production, elles doivent être prises en compte dans l'approche du secure coding. Alors, ce n'est pas miraculeux, il y a des approches structurées et documentées qui existent sur le cycle de vie, le SFDLC, le Secure Software Data Development Life Cycle. Et il y a des méthodologies outillées qui permettent de le mettre en œuvre, notamment autour des pratiques DevSecOps. C'est une approche en 3 temps. Ça va être une approche de formation des développeurs, ça va être une approche de mise en œuvre d'un process de documentation, ça va être aussi une approche d'un déploiement automatisé, de revue de code. Il y a un certain nombre d'étapes à mettre en place et la dernière partie, elle concerne les opérations, comme je le mentionnais. Avoir une traçabilité de ce que l'on change, de la configuration qui est appliquée chez les clients, de celle qui est en pré-production, avoir des barrières de sécurité et de surveillance périmétriques et être capable de faire un déploiement dans un temps voulu d'un correctif ou d'une mise à jour. Donc si on synthétise, on a la recette et les composants. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est le temps laissé aux développeurs et la boîte à outils et le process qui va avec ça. Puisqu'il y a un certain nombre de développeurs qui sont favorables à ces approches, mais pour qui le temps qu'on leur demande de consacrer à ces activités est souvent réduit à une part très minimaliste qui donnera donc du coup des conséquences ensuite en opération.
Je ne m'étale pas énormément, mais c'est pareil. Sur les différentes étapes de développement, d'intégration, de déploiement, de surveillance des mises à jour, là aussi, l'ensemble des points de faiblesse, ils sont identifiés, ils sont connus. Et on sait ce qu'on redoute, on sait ce qu'on cherche à chaque étape qui pourrait créer derrière un point d'entrée et une attaque réussie. Là, je distribuerai le slide ensuite, c'est pareil. Donc cette boîte à outils, j'insiste sur ce message de Secure Coding, c'est pas uniquement pendant le développement et c'est pas uniquement quand on fait du code, c'est en 3 temps. C'est une préparation, une structuration de la démarche, c'est une implémentation par les développeurs, mais c'est aussi une étape de validation et de prise de temps nécessaire, outillée, de la validation du bon niveau de sécurité de ce que l'on vient de produire. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faudrait que tout le monde adopte la même démarche, parce que ça faciliterait les choses. Et donc, du coup, on a tous des fournisseurs qui nous livrent une partie de logiciel, et nous, on livre également, comme je le disais, des produits et du logiciel à d'autres clients extérieurs. Je réitère le fait que les attaques de supply chain ne s'arrêteront pas. Donc vous pouvez vous inspirer et lire le rapport de l'ENISA sur les attaques de supply chain. C'est technique et c'est autour du framework ATT-CK notamment. Pourquoi, en fait, ça ne s'arrêtera pas? Parce que c'est un moyen rêvé pour les attaquants d'accéder à des clients et aux données et à l'ensemble des informations d'un client qui est bien plus gros, qui a pris des mesures supplémentaires et qui va être bien plus difficile à attaquer. Donc l'ensemble des fournisseurs d'un client sont des points d'entrée et des points d'attaque très intéressants d'un point de vue de l'attaquant. C'est vraiment un moyen, un levier qu'il faut avoir en tête. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment faire? L'approche que nous avons du coup adoptée côté Thales, c'est une approche, encore une fois, à la recherche du collectif. C'est d'abord un message vers nos fournisseurs de préparation, de sensibilisation et de questionnement sur leur connaissance, leur compréhension, leur maturité en cybersécurité. Ça va être de déterminer avec eux comment mieux formaliser ce que l'on attend les uns des autres. Ça va être des exigences techniques et ça va être également des exigences non techniques, des choses qui vont devenir en fait s'inscrire dans les contrats. On va du coup essayer d'établir une relation de confiance et d'avoir un objectif collectif et on va aider nos fournisseurs du coup à partager la démarche. On va également être de plus en plus concernés et en même temps d'assistance dans le cas d'attaques qui les concernent. Pourquoi? Parce que ça pourrait venir également nous concerner par effet de bord, comme je l'ai expliqué sur la planche d'avant. Et donc, du coup, il faut aussi les assister ou leur proposer de l'aide ou leur proposer un certain nombre d'éléments de formation, de compréhension de la gestion d'une attaque de leur côté pour être du coup à la même page et puis pouvoir évaluer le risque qui pourrait nous concerner, nous, en tant que clients de ce fournisseur. On a donc, à ce titre-là, commencer des démarches assez simples, notamment de distribution, de brochures, de leaflets, de vidéos, de sensibilisation. L'idée, elle est vraiment de construire avec eux une approche de confiance et de leur faire construire, tout comme nous on l'a fait en interne, une approche collective avec des métiers qui ne sont pas forcément ceux de la technique. C'est-à-dire apprendre à discuter avec vos représentants contrats, avec vos représentants achats, vos représentants finances, de ce sujet, de cette préoccupation, de transformer les questions, les revues que l'on a de livraison fournisseurs, les contrats, les ententes qu'on passe avec eux. C'est cette approche collective et multiniveau, technique et non technique, qui permet d'avancer des deux côtés. Ensuite, on va du coup expliquer et partager le fait que ce que l'on cherche à obtenir, c'est une approche du coup globale et finalement obtenir un niveau de confiance sur le risque global qui est porté par la supply chain. C'est ça l'objectif qu'on essaye de partager, c'est que c'est une préoccupation qui fait partie d'un enjeu gagnant-gagnant avec nos fournisseurs.
dans le cadre du coup de leur maturité en cybersécurité. Alors, la démarche, par où commencer? Tout d'abord par lister l'ensemble de vos fournisseurs. Ceux avec lesquels il y a une entente, ceux avec lesquels il y a une discussion en cours pour une entente future. Ça permet de faire déjà un premier tri, un premier arbitrage des idées et du chantier à lancer. Ensuite, dans ces fournisseurs, il faut avoir conscience que, suivant ces fournisseurs, ça n'a pas le même poids pour l'entreprise et le business. Donc, s'il faut commencer cette démarche de maturité en cybersécurité, de maturité de leur livraison logicielle, ça peut se faire par étapes, en commençant par ceux dans vos fournisseurs qui créeraient le plus de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise. Une fois un peu trié les choses dans cet ordre-là, la démarche, elle est d'arriver à, du coup, formaliser une évaluation de cybersécurité pour leur permettre d'obtenir, nous, côté client, une évaluation de cette gestion du risque de leur côté sur les attaques qui pourraient arriver sur leur partie production de logiciels sécurisés. Les assessments, je tiens à le dire, en fonction du périmètre du fournisseur, en fonction du scope et des produits qui sont livrés par un fournisseur, on n'est pas obligé d'avoir la même démarche. On peut avoir une démarche qui consiste juste à demander si ce fournisseur a une politique de sécurité, s'il s'est audité, lui demander une approche qui est déclarative, ou on peut construire avec lui aussi une approche qui, au-delà du déclaratif, va permettre de faire de la revue de code, va permettre de faire de l'audit et du pentest avec eux. Au final, ce que l'on veut faire, c'est du coup arriver, comme souvent en cybersécurité, à une balance. C'est-à-dire quel est le risque, quel est le point de faiblesse, quelle est la quantité d'efforts à amener pour du coup diminuer ce risque jusqu'à un niveau acceptable. On ne peut pas annuler tous les risques et les risques n'ont pas tous les mêmes poids et la quantité d'énergie à déployer n'est pas toujours la même pour du coup diminuer ces risques. Il y a des risques qu'il faut accepter, des risques qu'il faut partager. C'est l'approche globale de la méthodologie sur la gestion des risques, mais même dans le cadre des relations avec les fournisseurs, il faut continuer à adopter cette façon de voir les choses. Tout n'est pas forcément à corriger. Il faut vraiment prendre en compte les conséquences et la valeur des éléments qui seraient compromis en cas d'attaque réussie à cause d'une vulnérabilité introduite par un fournisseur, par exemple. Alors, un mot sur l'importance de la collaboration. J'en ai pas encore parlé jusqu'à maintenant. Le mantra en cybersécurité, en général, on ne dit pas si je me fais attaquer, on dit quand je vais me faire attaquer. C'est un peu ce qui se répète, notamment dans la partie opération. Donc, au-delà de tout ce qu'on vient de dire sur la partie de développement de logiciels sécurisés, de la démarche avec les fournisseurs, de manière générale, pour tout à chacun, il est bon de commencer à se préparer au moment où il y aura une attaque, au moment où il faudra mener des investigations parce qu'on aura le doute sur une attaque. Donc, la première chose à faire, c'est d'identifier qui on alerterait quand on détecte quelque chose de douteux. À l'occasion, ça peut aussi être le moment d'aller demander aux développeurs la quantité de logs, les informations qui sont dans les logs pour pouvoir enquêter. Éventuellement s'assurer, notamment dans le cadre des attaques de ransomware, qu'on a un backup, que quelqu'un sait le trouver et puis qu'on sait aussi s'en servir et le restaurer. Première partie de préparation, d'identifier le qui alerter et à qui demander les choses dont on aura besoin au moment de l'urgence. Le deuxième point, c'est prendre du recul et dans le cadre d'une investigation, dans le moment où on suspecte quelque chose mais on n'est pas sûr, avoir identifié qui on doit informer de cette investigation qui est en cours. C'est important de le faire parce que ce n'est pas au moment où il y aura la situation d'urgence qu'il faudra faire des réunions pour dire quel client on alerte, quel client on n'alerte pas. En interne d'abord et ensuite en externe. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins, je dirais, un secret quand on enquête sur un événement de sécurité ou un incident ou une attaque. C'est plutôt bien vu de le dire, que quelque chose est en train d'être inspecté, qu'on a un doute, et de partager notamment avec les clients qui sont connectés à vos systèmes d'information, qui utilisent votre logiciel, qu'une enquête est en cours.
c'est plutôt mal perçu de ne pas le dire et de devoir le dire quand c'est le client lui-même qui appelle pour dire que par effet de bord, du coup, il pense que c'est vous qui êtes à l'origine de la compromission qui a permis de rentrer chez lui. Je rappelle, j'en ai pas parlé non plus, par exemple pour les données personnelles, le signalement demandé dans la RGPD, le GDPR en Europe, c'est 72 heures. Donc ça fait aussi partie du canevas des choses à anticiper dans ce scope d'attaque de supply chain. S'entraîner, oui, s'entraîner parce que du coup, c'est pas le moment, au moment de la crise, au moment de l'urgence, qu'il faudra déterminer si on a besoin d'outils, qu'il faudra déterminer les gens qui doivent aider, se mettre sur le pont, qu'il faudra du coup décider qui, dans les fonctions de direction, de décision, doit venir autour de la table et est porteur de l'arbitrage et des décisions finales qui sont les plus importantes. Donc s'entraîner, se donner un scénario fictif, semi-réel ou réel, d'interruption de fonctionnement de la société. C'est quelque chose d'assez essentiel. Alors, il y a plein d'autres sujets que j'aurais pu aborder en plus de tout ce que j'ai déjà dit dans les planches d'avant. Tout ce que je viens de dire sur la partie logiciel sécurité et logiciel sécurisé et la supply chain, j'aurais pu également tirer le trait sur la problématique et presque le cauchemar d'établir un inventaire, ce qu'on appelle le SBOM. Cette espèce de prérequis qui fait que de toute façon, à un moment donné, pour être sûr que le logiciel est sécurisé, pour être sûr qu'au cours du temps, on peut suivre l'évolution de ces vulnérabilités, il faut que cet inventaire il soit le plus proche possible de la réalité. C'est un sujet à part entière. Il y a des outils qui ne sont pas parfaits, parce qu'un outil n'est jamais parfait, qui permettent de faire ça, mais c'est un chantier à part entière. C'est un chantier qui appartient là à une équipe collective, les gens de la cybersécurité, les gens du développement et les gens des opérations. On aurait pu aussi élaborer sur la classification des vulnérabilités. Il en arrive tous les jours. Il y a une base de données côté NVD Mitre qui publie notamment les CPE, les CVE, c'est-à-dire leur CPE, c'est l'identification du composant. Le CVE, c'est le bulletin qui décrit la vulnérabilité qui s'applique au composant et qui propose un scoring, ce qu'on appelle le CVSS, qui a 3 axes. Elle propose en général sur la première partie, celle qui ne dépend pas de l'écosystème dans lequel le produit est utilisé, une hypothèse de la gravité de la vulnérabilité. Ça ne constitue pas la valeur du risque. Le risque, on va pouvoir le mesurer quand face à cette vulnérabilité, on y aura inclus l'environnement dans lequel le produit ou ce composant qui a une faille est utilisé. Ça, c'est assez important. Et on y aura aussi inclus la motivation et le portfolio des attaquants pour exploiter cette faille. Il n'y a qu'à partir du moment où on aura, suivant son contexte et son secteur, ces deux valeurs-là, qu'on aura la valeur du risque. Donc je vous dis ça parce que sur le score CVSS, sauf si vous avez un cadre magique et vous pouvez mettre à jour sans arrêt tout ce qui est touché par une CVE avec un CVSS énorme, si vous pouvez mettre à jour le composant du jour au lendemain, tant mieux, mais souvent ce n'est pas le cas, il faut arbitrer et on voit aussi beaucoup de gens se préoccuper de CVSS qui sont à 8, à 9, à 10, mais très peu de CVSS qui ont des scores bien plus bas et qui pourtant ouvrent la porte à des attaques bien plus intéressantes et à l'activation de menaces bien redoutées. On aurait pu aussi parler de toute la partie de chaîne outillée sur le DevSecOps notamment, c'est-à-dire à toutes les étapes de constitution du pipeline, d'avoir, et on a aujourd'hui des batteries d'outils qui permettent d'automatiser l'approche, des contrôles qui refusent ou qui acceptent le code parce qu'il a le bon niveau de sécurité. Sur cette partie-là, les outils, c'est une chose, mais la revue, la prise de recul sur le verdict, la manière dont on a programmé ces outils, elle est essentielle parce que du coup, sinon, on est toujours extrémiste et ça frustre beaucoup les développeurs. Donc, j'ouvre la porte là-dessus parce qu'il faut aussi aller discuter avec le développeur du pourquoi. Lui faire, enfin, si on refuse, expliquer vraiment pourquoi on le refuse, sans dire c'est parce que c'est comme ça, l'outil est programmé pour. Et si on accepte, eh ben, on peut avoir de temps en temps aussi des exceptions avec lesquelles on accepte de vivre. Tout est regard par rapport au risque qu'on redoute à la fin en termes d'attaque.
Donc j'ai mis également donc, toute la batterie des outils. Normalement, ça s'améliore notamment pour le code signing en production avec Fixor. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de faire de l'établissement de composition du logiciel, les SCA, ceux qui font de l'analyse statique, dynamique, du comportement du logiciel. On peut avoir accès au code source, mais aussi reverser un exécutable qui a mal été compilé. Ça se fait également comme moyen d'attaque. Et toute la stratégie autour des anti-malware et notamment des sondes de détection de comportement anormal. Compliance et certification, c'est un bon moyen, c'est un bon levier, c'est peut-être le meilleur, de mettre tout le monde à la même page, de discuter la même langue et d'éviter des questions multiples de tous vos clients. C'est-à-dire que si vous avez une démarche, si vous êtes certifié, si vous êtes réaudité tous les 3 ans, comme pour l'ISO 27000, c'est une bonne approche. C'est un investissement, ça génère, je ne vais pas dire le contraire, une grande to-do list quand on commence l'approche, mais le bénéfice derrière est un investissement relativement sage par rapport à l'obtention du bon niveau de cybersécurité sur ce qui est produit au sein de la société. Sur la certification, je ne l'ai pas mentionné, mais en Europe, l'ENISA est en train de travailler à l'établissement de l'EUCC, qui sera le standard de certification des produits avec 3 niveaux de gamme pour ces produits. On devra avoir cette certification suivant le marché qu'on cherche à adresser, donc certification de niveau de cybersécurité. L'approche globale du BCM, c'est-à-dire le Business Continuity Management, qui doit incorporer le risque cyber dans son registre, qui doit permettre du coup de faire vivre le sujet et du coup par effet de bord de donner les moyens, le temps, les formations, les outils aux développeurs. Ça part aussi de cette préoccupation un peu plus haut au niveau des comités exécutifs, de l'inscription dans le risque pour une société de son BCM, que jusqu'au bout de la chaîne, l'attitude et par nature soit la bonne. L'incident response, je l'ai un peu évoqué, je le rementionne, c'est vraiment essentiel de ne pas chercher pendant des heures le numéro des pompiers au moment où il y a le feu. C'est vraiment, vraiment essentiel. Et de ne pas chercher où est l'extincteur non plus. Voilà. Encore une fois, je le redis, ce n'est pas une question de if, c'est une question de when. Donc, ce n'est pas si, ce sera quand. Voilà. Donc, en synthèse, la tâche est énorme. J'espère que ça ne vous décourage pas. Elle est énorme, mais comme je l'ai dit au tout début, c'est un sujet qui est collectif et c'est le fonctionnement collectif entre fournisseurs et clients qui va permettre en fait de relever le niveau général de l'industrie et du coup d'adresser mieux et de faire face à la menace et aux attaquants. Aujourd'hui, le contexte géopolitique fait que, notamment, les motivations dans le passé d'attaques liées au contexte géopolitique, c'était des scénarios plutôt avec des probabilités, une vraisemblance d'exécution relativement basse. Bien, depuis février l'année dernière et la guerre en Ukraine, l'ensemble des risques et des scénarios liés au contexte géopolitique aujourd'hui sont remontés d'un cran et vous en entendez parler dans la presse. Du coup, c'est une vraie réalité. Donc, notamment côté État russe, la motivation de déployer des groupes d'attaquants souvent performants au service des intérêts de la guerre en Ukraine. Alors, quelques ressources. Donc, j'ai mis le QR code qui liste l'ensemble des URL que j'ai données. Ce sont en fait des pratiques autour du DevSecOps. Sur le DevSecOps, tous les chapitres autour du Cloud Security Alliance, ça ne concerne pas que le cloud, mais la démarche, elle est vraiment, il y a plusieurs livres sur les différentes étapes des développements logiciels sécurisés, de l'automatisation. Donc, c'est une bonne source d'inspiration, tout comme les éléments fournis par l'OWASP ou par des entreprises comme GitLab, pour qui notamment le package, les outils et l'automatisation sur le logiciel et le niveau de sécurité à la fin est une bonne préoccupation. Il y a également moyen pour vos développeurs un peu réticents de rendre ça ludique. Il y a des plateformes qui permettent du coup d'organiser des mini-compétitions autour d'exercices pratico-pratiques. Ça peut être aussi l'occasion d'adhérer à ce type de démarche et puis de susciter un peu un engouement ludique et
positif autour du développement et de la sécurité, au-delà de la simple revue de code. Ensuite, tous les bénéfices du coup, des publications qui existent sur le sujet, côté ENISA ou côté Thales par une de nos entités. Et sur la supply chain, toutes les tailles de supply chain, tous les fournisseurs n'ont pas la même taille, je dirais, le même périmètre. Il y a des petites et il y a des grosses entreprises. Aujourd'hui, il y a des frameworks, et notamment côté ENISA, qui commencent à être déclinés justement pour les petites entreprises ou les entreprises de taille moyenne, de manière à les aider à se mettre le pied à l'étrier, puisque souvent elles ont du coup une force vive et une quantité de personnes pour traiter le sujet qui est bien plus réduite, avec les moyens effectivement qui va avec la taille. Le panel des menaces. Je pense que c'est aussi une bonne source d'inspiration, notamment pour les analyses de risque. Le panel de menaces côté ENISA, du coup, et côté CISA, la même chose, en fait, sur des préoccupations côté la publication américaine, sur ce qu'il faut prendre en compte en termes de risque pour les services qu'on livre à des clients extérieurs. Voilà, donc j'ai fini de couvrir l'ensemble de tous ces points. S'il y a des questions, je peux y répondre maintenant, y répondre après la présentation. J'espère que ça ne vous a pas découragé. Encore une fois, la tâche est vaste et vive, à la fois chez les développeurs, les personnes responsables des opérations, vos homologues et vos points de contact sur les contrats, les achats. Mais c'est en parlant vers le même objectif et la même langue que du coup cela fera progresser l'industrie. Voilà, merci. Si vous voulez lancer, on a quelques minutes s'il y a des questions. Sinon, on peut le faire en petit comité. Enfin, c'est comme... La première question étant toujours la plus dure, c'est vous qui voyez. Allô, ouais. Quand on récupère un produit de l'externe vers un produit interne, vous en avez parlé, ou c'était sur de la confiance, sur vérifier qu'on avait à peu près le même niveau de connaissance. Mais comment on peut, à quel point on peut avoir confiance en cet externe, ou nous-mêmes on devient externe d'un autre fournisseur, comment on peut s'assurer qu'on n'est pas le maillon le plus faible, ou que c'est pas l'externe qui est le maillon le plus faible? Parce que lui va nous dire ouais, je suis sécurisé. Alors, la réponse à ça, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle, pour commencer. Ensuite, en fonction de ce qu'on reçoit, il y a des signaux qui permettent de se poser des questions plus ou moins vastes ou pas. Donc la présence, par exemple, de signature de code, la présence du tuyau qui a permis de télécharger, d'acquérir ce logiciel, c'est déjà des bons signes. Ensuite, on peut aller plus loin, on peut aller faire une demande de composition de ce logiciel, c'est-à-dire exiger qu'en même temps qu'on reçoit le logiciel, on aimerait connaître notamment sa composition en termes de dépendance, de librairie, de code OSS. Il y a toutes ces questions-là à poser. Après, ça peut se faire également en travaillant et avec l'accord de fournisseurs autour de logiciels qui permettent de faire le reverse de la composition, même à partir de l'exécutable. C'est moins fiable que quand on a le code source. Mais il y a quand même des points, en toute transparence, il faut le faire avec le fournisseur, des points qui permettent de s'assurer ou de déterminer finalement si la confiance qu'on a donnée en premier tour, elle peut rester maintenue, ou s'il y a des doutes, de poser les bonnes questions. Merci. Il y avait une autre question là, je pense. Ouais. Au niveau des attaques aujourd'hui, est-ce qu'un nouveau volet au niveau de l'écoterrorisme, on commence à le voir émerger ou pas encore? Un nouveau modèle, je ne sais pas. L'écoterrorisme, lié en fait... Oui. Ouais, voilà. En fait, aujourd'hui sur la supply chain, les premières attaques, elles sont surtout là pour aller chercher de la valeur chez un gros client qui a quelque chose, des données personnelles, un catalogue, des contrats. C'était une motivation d'espionnage ou de création de valeur.
Aujourd'hui, on voit dans les attaques de la supply chain, et on le retrouve notamment dans les investigations post-incident, on retrouve ce lien avec une volonté en fait de perturber le fonctionnement d'une industrie, de perturber le fonctionnement d'une grosse société en particulier. Et encore une fois, pour le faire, du coup, il suffit de chercher dans la chaîne de fonctionnement de cette société le point le plus faible et de passer par là. Donc oui. Aujourd'hui, l'écoterrorisme, ou en tout cas la motivation géopolitique, étatique, relève encore plus les préoccupations et les vraisemblances d'attaques de supply chain. Oui. J'ai pas mentionné... Oui, alors là, il y a une question. Sinon, j'ai pas mentionné une autre attaque qui avait eu lieu côté FITA en 2021. FITA, c'est un fournisseur auprès des compagnies aériennes de systèmes de réservation. Alors, pour des gros groupes, comme le groupe Miles & More, côté Lufthansa ou en Avis. Et en fait, eux, ils ont été compromis. Alors c'est intéressant parce que du coup, le point d'entrée de la compromission, c'est en fait l'accès à un data center qui était chez un tiers de CITA, qui était mal protégé. Donc c'est carrément aller chercher à la source les informations. Ce qui est en fait important, c'est que là, la motivation, c'est la monétisation. C'est-à-dire récupérer une quantité d'informations et de données qui, derrière, vendues unitairement, soit telles que vont permettre des attaques auprès de particuliers ou de compagnies aériennes, soit en fait de créer de la disruption de services d'une compagnie aérienne donnée. Il y a des grosses compagnies en avis, et y compris la Lufthansa, qui ont du coup, après cette attaque chez CITA, subi elles-mêmes des attaques. Donc en fait, cet effet de cascade par opportunité est aussi un autre gros facteur de motivation. Et l'exemple de CITA, voilà, il n'est pas sur l'exemple géopolitique ou terrorisme, il est sur tout simplement, c'est un business. Il y a moyen de se faire beaucoup d'argent avec finalement très peu d'énergie pour mener une attaque. Vas-y, je t'en prie. Oui. Est-ce que vous exigez par contrat de pouvoir pentester vos fournisseurs? Est-ce qu'on exige par contrat, parce qu'il faut des clauses contractuelles, de pouvoir pentester vos fournisseurs? Alors, je n'ai pas de réponse absolue. Ça peut arriver. Suivant les fournisseurs avec lesquels on travaille, on va déjà parfois demander leur conformité sur un ISO 27000, leur référencement, enfin un label de sécurité par exemple. Ensuite, on peut aussi leur demander, la dernière fois qu'ils ont fait un pentest, on peut, en cas de doute, on monte d'un cran, en fait, on va... Les résultats aussi. On va poser des questions. Ça va être encore une fois au regard de l'importance du fournisseur. Du risque. Donc ce n'est pas exigé par défaut, mais suivant les discussions et le cadre, ça peut faire partie du débat. Mais dans le cas de l'industrie de la défense, il n'y a pas des règles supplémentaires avec les lois de programmation militaire, etc. La réglementation défense, elle a un cahier des charges bien particulier. En fait, on ne peut pas exiger et on ne peut pas faire un pentest à l'insu de quelqu'un. Ça, je tiens à le dire. Donc, il n'y a pas de réponse générale. Ça peut faire partie de l'entente, oui. D'avoir un rapport de pentest, éventuellement externe ou interne, avant de signer un contrat, oui. Ça peut. Non, c'est bon. Merci.